Et tout de suite, Adieu camarades. Première partie, les années 1975 à 1979, l'apogée du communisme. ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым. Перестройка хозяйственного механизма, перестройки сознания. C'est la fin. Voilà ce que je me suis dit. Le souvenir que j'en garde est d'une effroyable netteté. C'était le 25 décembre 1991. J'avais 33 ans et quelque chose est mort en moi-même. Pour moi, c'était l'idéal le plus puissant depuis le christianisme. Mort. Le communisme était mort. Il était né du rêve primordial de justice et de fraternité. Il avait été pendant des siècles réduit à l'utopie. Mais nous l'avions porté au pouvoir. Sa fin fut banale, annoncée au journal télévisé. Un sexagénaire chauve, à l'accent provincial, y avouait la défaite finale. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. La défaite d'un empire réputé invincible et qui fut vaincu par lui-même. Je n'arrive pas à croire que 20 ans ont passé, que mon socialisme à moi, je ne le verrai plus vivant que dans mes rêves. Mais au réveil, je ne me lamente pas. C'est mort, enterré à jamais, et c'est tout. Non, papa, tu ne peux pas dire ça. Tu as été dans ce système toute ta vie. Si j'ai voulu faire des études d'histoire, c'est pour que rien de cette période ne soit oublié. Toutes les atrocités dont on a entendu parler, les travaux forcés, les exécutions en masse, Staline, le goulag. De ton temps, on torturait encore les dissidents dans les hôpitaux psychiatriques. On abattait ceux qui voulaient fuir le paradis des travailleurs. Et on mentait à la population à propos de la catastrophe de Tchernobyl. Tu n'étais pas souvent là quand j'étais petite, dans les années 80. Tu disais que tu ne pouvais pas rester avec nous à l'Ouest, que tu devais rester à l'Est pour donner une nouvelle chance au socialisme. Tu pensais que l'Union soviétique existerait toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais comprendre pourquoi le plus grand empire de l'histoire, avec tous ses pays satellites, son armée et ses services secrets, s'est effondré comme un château de cartes. Pourquoi et comment le communisme est-il mort ? Ma chère fille, il est facile de juger après coup. Moi, je suis né à l'intérieur du système. Mon premier souvenir, c'est des adultes suivant à la radio les exploits de Gagarine. Mes premiers mots appris à l'école, c'était science et progrès. Nous grandissions avec la course contre l'Ouest pour unique horizon. Le premier homme dans l'espace avait été un cosmonaute soviétique. C'était un fait objectif, déterminé par le sens de l'histoire. Mais toi, tu me fais plutôt penser au dernier cosmonaute. C'est précisément au nom du communisme que ce dernier a été envoyé dans l'espace, en 1991. Il était sur orbite pendant que sur Terre, l'URSS se désintégrait. À bord de son vaisseau spatial, symbole de l'ancienne suprématie soviétique, il a quasiment été oublié. Je trouve que ça résume plutôt bien ta vie. Je suis désolée. Mais tu m'as toujours manqué. Et c'est pour ça que je m'intéresse à cette époque et à ce que tu as pu vivre. Reprenons l'histoire depuis le début. Ton odyssée commence en 1974. Tu penses au film culte de science-fiction dont je t'ai parlé? C'est vrai, on séchait l'école pour aller voir les ados du cosmos.
qui racontait une expédition de jeunes aux confins de l'univers. Les distances interstellaires étant infinies, les membres de l'équipage avaient 15 ans, mon âge à l'époque. Туда? Нет, туда. Стойте! Это зов роботов! Ce n'était pas seulement un hymne à la conquête spatiale. Sur une étrange planète, de méchants robots voulaient forcer nos héros au bonheur absolu. Сейчас вы будете направлены на пункт осчастливливания. Фиксирую к ликвидации склонность к состраданию, склонность к совести, аппендицит, чувство неудовлетворенности собой, склонность к доброте, склонность к любви. Ce bonheur imposé me rappelle quelque chose. Les satires antitotalitaires de l'époque, peut-être. Peut-être. Cela montrerait alors que notre socialisme n'interdisait pas l'autodérision. Mais qui osait en faire à cette époque-là? Le 12 juin 1975, tu écris ceci. Fini le lycée. On va fêter ça toute la nuit. Dès demain, je commence à travailler à mon avenir et il s'annonce radieux. Je déborde d'énergie et je vis dans le plus grand pays que le monde ait jamais connu. En 1975, l'Union soviétique est à l'apogée de sa puissance. Pratiquement la moitié de la planète est sous son influence communiste. Léonid Brejnev, le dirigeant de l'URSS, apparaît alors comme l'homme le plus puissant du monde. L'Amérique, elle, l'autre superpuissance, est affaiblie par sa défaite au Vietnam et le scandale du Watergate. Bien que les USA et l'URSS pointent l'un sur l'autre des centaines de missiles, ils vont lancer chacun une fusée pour la première mission spatiale commune, la mission Apollo-Soyouz. Вот и долгожданное рукопожатие в космосе. Экипажи с радостью встретили приветствие генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Довольно. Ух, как мне хочется много знать. You know how much I would like to know. Как вы там летали. How you were there all the way flying. Как вы там кувыркались. How you were just going ups and downs. Что вы там смотрели. To know what you saw there. И какими мы смешными выглядим перед вами, когда вы там вверху. And how funny we look down there when you're all the way up. Наверное, такие чижики. Probably we look like, you know, like those small birds. Ваши вышли на Луну, а будущее сулит, я пока не знаю что. J'ai rencontré Brejnev à Zavidovo. Je faisais partie d'un groupe de rédacteurs qui lui préparaient ses innombrables rapports. Anatoly Sergeyevitch Tcherniaev, ancienne plume de Brejnev. Chacun d'entre nous rédigeait un chapitre, puis le lisait à voix haute. Brejnev nous écoutait en fumant et faisait de temps en temps une remarque. Il intervenait peu. Une fois, il nous a même dit « Ne faites pas de moi un théoricien ». Brejnev était intimement persuadé de l'importance du maintien de la paix, ce qui le plaçait dans une situation paradoxale. D'un côté, il participait activement à la course aux armements, à la guerre froide. Des sommes exorbitantes étaient allouées au complexe militaro-industriel. Et de l'autre, il était parfaitement conscient de son rôle dans le maintien de la paix en tant que chef d'une superpuissance. 1 августа 1975 года. Для участия в завершающем этапе совещания прибыла делегация Советского Союза во главе с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым. À l'université, nous ne parlions que de cela. À Helsinki, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe réunissait les chefs d'État de 35 nations. Nous nous retrouvions enfin face à face avec nos adversaires. Tous ces sourires et poignées de main cachaient mal que la guerre froide battait son plein.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les frontières européennes sont redessinées. L'Allemagne est divisée en 4 secteurs dirigés chacun par l'un des pays vainqueurs. Parmi les alliés, il existe des dissensions idéologiques. Dans les pays qu'elle occupe, l'URSS encourage les forces communistes locales à prendre le pouvoir. Les nouveaux gouvernements socialistes prêtent alors allégeance aux grands frères soviétiques, le bloc de l'Est est né. Il se compose de la RDA, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie. La formation de ce gigantesque empire se double d'une alliance militaire officialisée en 1955 par le pacte de Varsovie. Donc, en 1975, qu'est-ce que l'Union soviétique vient chercher à la conférence d'Helsinki? Вы рады тому, что сегодня начинается последний этап европейского совещания? А вы как думаете? What do you think? What do you think this conference will accomplish for the world? А что, по вашему мнению, эта конференция, это совещание даст для всего мира? А что бы вы хотели? What would you like it to? Anything you want, you got it. Anything you want, tavares. Anything davai, you comrades. Tout ce que vous voulez. Brejnev, très sûr de lui, et ses homologues communistes vont donc signer tout ce que l'Ouest va leur proposer, y compris la clause sur le respect des droits de l'homme. Cette disposition, qui figure dans le 3e volet de l'acte final, apparaît alors comme une concession mineure dans le grand marchandage sur la partition du vieux continent. On était directement impliqués dans la préparation de cette conférence et la rédaction des accords. Tout cela ne manquait pas de cynisme. Nos frontières d'après-guerre ont été entérinées sans que cette conférence ne nous engage véritablement à quoi que ce soit. Il y avait ces différents volets, par exemple, et tout particulièrement le 3e, dont on se fichait éperdument. On n'avait nullement l'intention de nous préoccuper des droits de l'homme et de tout ce qui s'ensuit. Et de fait, la conférence d'Helsinki est considérée comme un échec de l'Occident. Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature et auteur de l'Archipel du Goulag, qui décrit le règne de la terreur sous Staline, prend la parole devant le Congrès américain la veille de la conférence et fustige la reddition du monde libre face au communisme. Я пытался передать вашим соотечественникам скованное дыхание жителей Восточной Европы. Именно в эти недели, когда дружным согласием дипломатических лопат будут засыпаны и утрамбованы в братской могиле еще дышащие груди. Я пытался прорвать эту стену бедственного незнания или беспечной надменности. On a considéré cette conférence comme une grande victoire. Elle légitimait politiquement et économiquement le partage de l'Europe et la domination soviétique sur le bloc de l'Est. Andrei Grachev, ancien directeur adjoint du département international du Comité central du Parti communiste. Certains estiment même que l'acte final de la conférence marque le début de la finlandisation de l'Europe de l'Est, qui est passée tout naturellement sous l'hégémonie politique de l'Union soviétique. L'expression « finlandisation » fait référence à l'influence soviétique sur les pays capitalistes. La Finlande, qui partage 1000 km de frontières avec l'URSS, est forcée de respecter les intérêts de son grand voisin. Partout à l'ouest, le bloc de l'Est tente la même manœuvre d'intimidation. C'est donc un symbole fort. 30 ans après la défaite du nazisme, les nations occidentales se retrouvent à Helsinki pour reconnaître solennellement les frontières de l'espace communiste. Y compris une frontière aussi terrible que celle-ci. Moi-même, je suis en âge de m'en souvenir. L'idéologie communiste justifiait cela par un culte dont tu me parlais souvent, celui de la victoire sur le fascisme. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины.
La Grande Guerre patriotique, notre page la plus glorieuse, due au sacrifice titanesque de notre peuple. Elle a inspiré le meilleur de nos monuments et de notre art. Хотят ли русские, хотят ли русские? D'accord, je peux comprendre. Mais comme dit le proverbe, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et une dictature peut en chasser une autre. Avant d'attaquer l'Union soviétique, l'Allemagne nazie avait envahi plusieurs pays, dont la Tchécoslovaquie en 1938. 7 ans plus tard, l'armée rouge libérait l'Europe de l'Est. Mais était-ce vraiment une libération? Qu'en ont réellement pensé les Tchécoslovaques? Voici ce que raconte de cette période Andrei Stavinoa, un simple travailleur de Znojmo. Les Russes étaient, semble-t-il, pires que les Allemands. Même s'ils nous ont libérés, ils étaient apparemment pires que les Allemands. Ils tuaient, violaient et volaient tout ce qu'ils pouvaient. C'est ma mère qui me l'a raconté. Elle m'a transmis cette aversion pour les Russes et les communistes. En 1968, j'avais 13 ans. À la télé, on avait déjà la télé à l'époque. Ils montraient ce qui se passait à Prague et partout ailleurs. À chaque anniversaire, le 21 août, on parlait des événements. Chaque année. Le 23 août 1978, vers minuit, on a fait sauter une statue de Klement Gottwald, celle de la place de la Grande Révolution socialiste d'octobre, à Příbram. Klement Gottwald, l'un des fondateurs du Parti communiste tchécoslovaque, est mort en 1953, peu de temps après son ami et modèle, Joseph Staline. Gottwald a eu droit lui aussi à son mausolée, mais l'embaumement ayant raté, sa momie s'est désagrégée. Je travaillais dans les mines d'uranium. J'étais mineur et je manipulais donc des explosifs. J'ai placé une charge d'1 kilo sous la statue et j'ai procédé à la mise à feu. Il y avait un retardateur de 12 secondes et une batterie de 4,5 volts. J'ai réussi à courir jusqu'à la fontaine, j'ai entendu la détonation, puis un bruit de verre brisé. Je me suis retourné et j'ai vu Gottwald s'écrouler dans un éclair de lumière. C'était magnifique. La police secrète a enquêté pendant 7 jours et elle n'a rien trouvé. C'est notre troisième complice, Jaroslav Tisol, qui nous a trahis. Il est allé se dénoncer et il n'a pris qu'1 an. Moi, je me suis fait 9 ans. Et à ma sortie, j'ai appris qu'il était déjà mort. Il s'était suicidé. Il avait ouvert le gaz. Ça, c'est un bout de Gottwald, un bout de son pied. Je l'ai eu avant d'aller en prison. Un copain qui bossait avec moi me l'a donné. Il m'a dit, t'as payé pour ça, alors c'est à toi. Mais que pouvait-on espérer de tels actes de protestation isolés? Dans ma vie, j'ai toujours essayé d'affronter les choses et ensuite d'assumer mes choix.
Est-ce que j'ai des regrets? Non. Mes parents rêvaient de vacances au bord de la mer. En 1968, pour mes 10 ans, ils m'emmenèrent à Yevpatoria, en Crimée. Un soir, alors que le soleil tombait et que la plage se vidait, mon père se mit à évoquer devant ma mère de mauvaises nouvelles en provenance de Tchécoslovaquie. Pour la première fois, j'entendis parler du pacte de Varsovie. Or, je connaissais ma géographie, et Varsovie n'était jamais que la capitale de la Pologne. Mais mes parents chuchotaient. Ce n'étaient pas des dissidents. Pourtant, l'entrée de nos chars dans Prague les a bouleversés. Pour nous, soviétiques, le pacifisme était à l'est et l'impérialisme à l'ouest. Cet été 1968, mes parents venaient d'apprendre que notre gouvernement pouvait être oppressif. Il y eut même des pays frères pour s'en émouvoir. C'est vrai, la Roumanie, bien que signataire du pacte de Varsovie, refuse d'envoyer des troupes en Tchécoslovaquie. Nicolae Ceausescu, le dirigeant roumain, impressionne l'opinion mondiale par ses velléités d'indépendance. Au plus fort de la crise tchécoslovaque en 1968, il ira même jusqu'à déclarer « Personne n'a le monopole de la vérité ». Écoute ce que dit de lui son interprète Sergiu Shellac, qui l'a accompagné dans de nombreux sommets internationaux. Ceausescu n'obéissait pas aux soviétiques, mais il était communiste. Et par ailleurs, il était profondément nationaliste. C'est ce qui explique que la Roumanie ait condamné l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968. Le formidable courage de Ceausescu a déclenché une vague sans précédent d'inscriptions au Parti communiste, notamment de la part d'une certaine élite intellectuelle qui jusque-là avait refusé de se laisser enrégimenter. Tout à coup, Ceausescu est devenu un interlocuteur valable aux yeux de ses homologues américains, français et allemands. Je crois que l'homme était fasciné par la monarchie. En 1978, lors de sa visite en Grande-Bretagne, il a beaucoup insisté pour être accueilli avec tous les honneurs. Il voulait une escorte, etc. Il adorait les fastes de la royauté. Son séjour en Corée du Nord a été un moment crucial dans sa vie. Il a eu une illumination. Il a découvert le vrai communisme, c'est-à-dire une société totalement militarisée, un pays géré comme une caserne et un peuple en adoration devant son leader. Jusque-là, il pensait qu'il était peut-être Dieu. Désormais, il en était sûr. Ceausescu se croyait Dieu, mais il était bien le seul à le croire. Nous, en Union soviétique, nous avions Brejnev, et lui aussi avait été élevé au rang de semi-divinité. Mais il s'agissait d'une idole plus bouffonne que menaçante. Si les dictateurs sanguinaires ont disparu, ils ont été remplacés par des apparatchiks qui mènent une politique tout aussi tyrannique. Et tous les citoyens en feront les frais. Voici l'expérience de Michal, un musicien slovaque, de Paul, un ancien étudiant roumain, et de Maciew, un ouvrier polonais.
Il y a beaucoup de légendes sur le socialisme. Celle de la justice sociale, par exemple. Effectivement, on était tous logés à la même enseigne, puisque ça allait mal pour tout le monde. Le régime vantait l'augmentation du niveau de vie, alors qu'il n'y avait même pas de papier hygiénique dans les magasins. On n'arrêtait pas de dépasser les plans prévisionnels. On devançait le capitalisme. On avait pitié de tous les autres pays du camp socialiste. On plaignait les Polonais, les Hongrois et même les Russes. Paul, l'étudiant roumain. En bas de chez nous, il y avait une boucherie. Les gens faisaient la queue toute la nuit pour éventuellement être les premiers servis à l'ouverture. Ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient pouvoir acheter. Parfois, Ceausescu passait juste sous ma fenêtre. Un jour, il voit la file d'attente et il demande « Qu'est-ce qu'ils font là, ces gens? La queue pour acheter de la viande? Vous allez me régler ce problème. » Et comment les autorités ont-elles réglé le problème? Elles ont transformé le local en salon de coiffure et installé la boucherie dans l'arrière-cour pour que Ceausescu ne puisse pas la voir. Et Mathieu, l'ouvrier polonais. Les gens se sont mis à rêver d'autre chose, de pouvoir tout simplement acheter ce dont ils avaient vraiment besoin, quand ils voulaient. Quelques aides ont été mises en place, par exemple des crédits pour les jeunes couples. Ils pouvaient acheter des meubles, mais seulement de ce modèle-là. Ou alors juste un type de machine à laver. Comme il n'y avait aucun choix, un marché parallèle s'est créé. On achetait ce qu'on trouvait à un moment donné, et puis on faisait du troc. On achetait un frigo, mais on avait besoin d'un canapé, alors on les changeait. On se débrouillait comme ça. Mais pourquoi cette aberrante économie de pénurie dans un empire qui se targuait d'envoyer des hommes dans l'espace? En créant le camp socialiste, je pense qu'on a fait une grosse erreur. On a surtout créé un marché socialiste. Herbert Richter a dirigé pendant 35 ans la plus grande centrale à charbon du monde. On a créé notre propre marché interne, un marché autosuffisant, qui subvenait à ses propres besoins sans dépendre de l'extérieur. On était ravis d'avoir notre propre camp, d'avoir envoyé le premier Spoutnik et le premier cosmonaute. Mais dans les domaines vraiment importants, comme l'économie, on a été d'une négligence totale. L'abondance de l'Occident suscitait de l'envie, mais pas chez tous. Nous ouvrir au monde capitaliste revenait à adopter le capitalisme, et beaucoup n'en voulaient pas. L'homme ne vit pas que de pain. Cette maxime, nous ne la tirions pas d'un sermon dominical, mais d'une sagesse quotidienne. Il y avait une idéologie communiste et elle était très forte. L'objectif était de former de bons citoyens, sains et irréprochables. Monseigneur Parkef Mardi-Rossian, évêque arménien du Haut-Karabakh. Un individu doit être honnête, en bonne santé, bienveillant, intègre, bon travailleur, patriote. Tout ça, c'est très bien. Et il fallait travailler, gagner son pain honnêtement. C'était parfait.
Я на шахте работаю. Как большинство проходит. Sur le plan social, le citoyen soviétique bénéficiait d'une certaine sécurité. Il était protégé et assuré d'avoir un minimum garanti. C'était bien. Les soins médicaux étaient gratuits, de même que l'éducation. Я работаю, пишу стихи про любовь. Но я в свободное свое время стараюсь как можно больше своего времени уделить лыжам. Книжку читаю, газеты. Обычно современные, фантастику тоже люблю. Я предпочитаю Дюма. Свободное время, как говорил Карл Маркс, это мерило духовного богатства общества. Le communisme profite à certains, mais pas à tous, comme il est censé le faire. Parallèlement à la classe ouvrière, il existe une intelligentsia brillante, débrouillarde et parfois cynique. À Moscou, du moins, ceux qui travaillaient sur les théories révolutionnaires léninistes étaient considérés comme de sombres crétins. C'était l'apanage des ratés. Alexandre Tsipko, ancien professeur de théorie marxiste-léniniste. L'astuce consistait à suivre les préceptes du marxisme tout en mettant en évidence ce qui contredisait l'essentiel, c'est-à-dire la théorie de la révolution et la dictature du prolétariat. De ce point de vue, on n'était pas différent des pays d'Europe de l'Est. Mais d'un autre côté, on vivait tous dans le système soviétique. D'où le dilemme. On appliquait les principes communistes alors qu'on avait cessé de croire en la victoire du communisme, à la théorie de la lutte des classes, à l'édification d'une société nouvelle. Mais il fallait bien vivre. Et y vivre, on le pouvait. Sans le vouloir, le communisme avait engendré une culture originale. Nous étions curieux de l'Occident, mais nous refusions de le copier. Nous nous moquions d'avoir une voiture. Personne ne rêvait de devenir banquier. Le mot manager était inconnu. Et notre culture bizarroïde fascinait les étrangers de passage. Comme cette fille venue de l'Ouest que j'avais rencontrée. De quoi était-elle tombée amoureuse? Je n'en suis pas sûr. De moi ou de la poésie libre du matérialisme qu'elle avait trouvée à Leningrad? Tu devrais lui demander, puisqu'il s'agit de ta mère. Je verrai. Mais tout le monde ne partage pas cette vision romantique de la société soviétique. En particulier, Alexandre Podrabinek, membre du groupe Moscou-Helsinki pour la défense des droits de l'homme. Les gens pouvaient plus ou moins vivre leur vie. Cela ne signifiait pas qu'ils étaient complètement libres, mais ils pouvaient raconter des blagues sans craindre d'être jetés en prison. Si sous Staline, par exemple, une blague pouvait vous valoir 10 ans de camp, sous Brejnev, dans le pire des cas, vous aviez droit à une réprimande lors d'une réunion des jeunesses communistes ou du parti. La situation était plus détendue. Il n'en allait pas de même pour ceux qui ne se contentaient pas de raconter une blague ou même de lire un livre. Ceux qui s'opposaient au système se confrontaient à la pire des répressions, à la terreur. Pour autant, cette terreur ne s'appliquait qu'à un petit nombre d'individus qui se sont vus infliger tout ce que le système avait mis au point depuis des décennies. Et beaucoup sont morts dans les camps. Ce qui faisait la force du mouvement dissident, c'était qu'il était connu. C'était le cas du groupe Helsinki, du groupe d'initiative pour les droits de l'homme, du comité pour les droits de l'homme et de notre commission d'enquête sur l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. Suite aux accords d'Helsinki, de plus en plus de dissidents se mettent à défier le régime. Une nouvelle puissance mondiale apparaît alors, l'opinion publique. Et la clause sur les droits de l'homme signée par le camp socialiste en 1975 s'avère
un piège redoutable. Le gouvernement de l'époque a commis une erreur de jugement en faisant paraître dans la presse soviétique le texte intégral de l'acte final d'Helsinki. On était en 1975 et c'était une bombe à retardement. L'acte final d'Helsinki contenait des mines qui ont explosé par la suite. Droits de l'homme, liberté d'information, regroupement familial, arrêt du brouillage radio. J'avais décidé d'écrire un livre sur l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. J'étais médecin et j'avais réuni des informations pendant plusieurs années. En 1976, je suis allé rendre visite à Mikhail Kukobaka, à l'hôpital psychiatrique de Mogilov. Il avait été interné pour avoir distribué la Déclaration des droits de l'homme à ses camarades du foyer. Je suis arrivé avec un colis et j'ai discuté avec le médecin-chef. Je lui ai demandé s'il savait pourquoi Mikhail Kukobaka avait été interné. Il m'a dit « Il est malade, il a fait quelque chose de mal ». Je lui ai répondu « Il a distribué la Déclaration universelle des droits de l'homme ». Et il m'a dit « Vous voyez, c'est ce que je vous disais ». Vous comprenez? À ses yeux, c'était un motif d'hospitalisation tout à fait légitime. Recourir à la psychiatrie pour persécuter des dissidents est plus que condamnable. Mais quiconque s'engageait alors en politique selon les normes d'aujourd'hui pouvait paraître anormal à ces psychiatres d'État. Eux aussi étaient des gens ordinaires, rivés à leur époque. Sans doute croyaient-ils que le système communiste était éternel et qu'il fallait aider ceux qui le refusaient à y survivre. Pour moi, cette définition de la normalité s'apparente plutôt à de l'esclavage. Et plus que les corps, ce sont les esprits que ce système cherchait à asservir. Sa dénonciation des pratiques psychiatriques en URSS a valu à Podrabinek d'être arrêté et incarcéré. Mais le système n'a pas réussi à le briser. Je savais qu'ils allaient m'arrêter. Les gens du KGB faisaient leur boulot. On leur donnait l'ordre d'enquêter sur un individu, de réunir des informations, des preuves de ses activités criminelles et de le mettre en prison. Ces types sont des professionnels de la manipulation. Quand on est confronté à un officier pendant un interrogatoire, il faut savoir deux choses. Tout d'abord, l'homme qu'on a en face n'est pas un être humain. Inutile d'être poli avec lui, inutile de l'écouter ou d'engager la conversation. Et il faut refuser tout ce qu'il vous offre. Cigarettes, chocolat, verre de cognac. L'homme en face de vous est un robot, une machine. Et il ne peut vous faire que du mal. Ensuite, il faut savoir que vous allez écoper de la peine maximale. Inutile de s'en faire ou d'essayer de négocier. Vous aurez la peine maximale. Une fois que vous avez accepté ça, vous êtes libre. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Se sentir libre en l'absence de liberté est un sentiment très doux, très agréable. Ils peuvent aussi exercer une pression sur votre famille, vos parents. Alexandre Solzhenitsyn a déclaré que le KGB pouvait bien tuer tous les siens, toute sa famille, lui, ses enfants. Il avait d'ailleurs de jeunes enfants à l'époque. Ça ne les avancerait à rien. Ça ne le briserait pas. Est-il moral d'être prêt à sacrifier son enfant? Qui serait prêt aujourd'hui? Il serait très peu ceux qui, comme Abraham, accepteraient de sacrifier leur fils à une cause. Tu l'as bien fait, toi. Ça ne t'a pas gêné de faire passer ta cause avant les intérêts de ta famille. La morale est l'arme répressive par excellence. La culture underground étant considérée comme subversive et amorale, pas besoin d'être un héros pour devenir une cible du régime. Le groupe tchécoslovaque The Plastic People of the Universe l'a appris à ses dépens.
écoute le témoignage de Vratislav Brabenek, la star du groupe. On a joué pendant plusieurs années sans jamais être convoqué à un interrogatoire. Les gens qui venaient à nos concerts étaient interrogés, mais pas nous. On appréhendait le moment où notre tour viendrait. Et finalement, c'est arrivé, en 1976. Avant d'arrêter les musiciens, les autorités ont réalisé un film de propagande stigmatisant leur immoralité. V podzemních sklepích na popkoncertech a rockfestivalech akustické narkotikum boří a otřásá i zákony států. V bezvýchodném buržoazním světě je to snad určitý druh úniku od hrozných sociálních a pracovních podmínek mladých, ale od čeho utíkají tady, co chtějí bourat u nás. Vystudovaný filozof Ivan Jirous, přezdívaný Magor, z Mžiku sepsal nové nekonformní dílko. Bratři a sestry, buďte volní. Volní v lásce i sexu. Odejte svou duši ďáblu. Nebojte se LSD. Bratři a sestry, pijte a radujte se. Dopřáváme hudbě, i té ze západu. Jen podle západní propagandy tančit nebudeme. Ani podle odpadlíků. To určitě ne. Nikdy. Najednou jsem pochopil, že to je věc, která zasluhuje maximální mou pozornost. Le sort des Plastic People fait réagir Václav Havel, écrivain et futur président de la République tchèque. Ať už se komu ta hudba líbí víc či méně, nebo ty texty, tak je to jakýsi výraz určité opravdovosti nějakého vztahu ke světu. Tam vlastně se začala rodit myšlenka Charty 77, byť ve své zárodečné podobě. Československo podepsalo La Tchécoslovaquie a signé les accords d'Helsinki, qui est un document qui garantit les droits fondamentaux. Et Havel a écrit qu'on devait effectivement respecter ces droits. Il a rédigé un manifeste avec tout un groupe. Et ensemble, ils ont demandé aux intellectuels, aux écrivains, aux philosophes et aux artistes underground de le signer. J'ai été un des premiers à qui ils se sont adressés. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, j'ai signé un truc, ça va être un beau merdier. Et ça a été le cas. Des milliers de personnes de tous horizons vont signer ce manifeste baptisé Charte 77, véritable appel à la démocratie, à la transparence, à la tolérance et à la liberté culturelle. Peu après avoir signé ce document, les Plastic People sont arrêtés et jetés en prison. Dans les journaux qu'on recevait en prison, on a appris que des gens nous soutenaient même à l'étranger. C'était grâce à Havel et à ses amis qui ont fait savoir au monde qu'on était persécutés à cause de notre musique. Le groupe est accusé de propos licencieux, mais comme on retrouve les termes qu'ils emploient dans les écrits de Lénine, l'avocat des musiciens, Karel Stoma, va mettre au point une stratégie de défense imparable. My jsme se rozhodli, že použijeme výsledky marxistické vědy, že použijeme výsledky sovětské literatury a použijeme výsledky klasiků. Všichni se u nás topí v odporném byrokratickém bahně rezortnictví. Pro každodenní boj proti tomu je nutno mít velkou autoritu, důvtip a pevnou ruku. Rezorty jsou na hovno, dekrety jsou také na hovno. En vérité, camarades, immense est mon influence sur la culture politique européenne. Peu de temps après, les Plastic People ont été libérés. On ne fondait pas notre avenir, notre liberté spirituelle sur l'Occident, mais sur les changements qui commençaient déjà à se produire dans les pays d'Europe de l'Est. Et d'ailleurs, dans cet élan de libération spirituelle, on se stimulait mutuellement.
друг друга. Nos poètes-chanteurs étaient de purs produits du dégel. J'ai été très étonné en 1978, quand je me suis retrouvé en compagnie d'étudiants polonais, de voir qu'ils écoutaient Wysocki et Okudjava. Ils avaient leurs disques, leurs cassettes. Ils aimaient exactement les mêmes choses que nous. Je me souviens qu'en juillet 1980, lorsque le théâtre de la Taganka est venu en tournée à Varsovie, toute la ville s'est précipitée voir la pièce. C'était une célébration de l'esprit. Vladimir Wysocki, poète, chanteur et acteur. Toute petite déjà, j'écoutais ses chansons sur ton magnétophone. Une voix inoubliable. J'ai découvert ensuite qu'il avait été sans doute l'artiste le plus populaire d'Union soviétique, connu et reconnu dans tout le bloc de l'Est, et ce alors même que ses chansons étaient interdites de distribution. C'est clair que nous n'étions pas une démocratie. C'est par le biais de la culture que les gens expriment leur bonheur et leur malheur. L'émotion servait de véhicule à la politique. C'est pourquoi tant de passion se mêle à nos poèmes, à nos chansons. Tout le monde connaissait et aimait Wysocki, et notre gratitude était d'autant plus grande que ses œuvres étaient occultées. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'artiste rebelle le plus aimé du pays? Tu le sais? Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Non, c'était pas quelqu'un qui criait à bas Brejnev à l'époque. Marina Vladi, l'actrice française qui a épousé Vladimir Wysocki en 1969. Mais la chasse au loup, c'est un symbole. Quand on est entouré de petits drapeaux rouges et qu'on saute malgré tout vers la liberté avec les chasseurs qui restent comme des cons avec leurs fusils et qui peuvent pas tuer le loup qui s'échappe, écoutez, c'est quand même un symbole qui est très clair. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до работы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Et en plus, il avait une popularité telle qu'ils avaient peur de lui, tout simplement. Quand on vous interdit un concert au moment où vous sortez sur scène et que vous savez qu'il y a 1300 ou 1500 personnes qui vous attendent dans une salle et qu'il y a un mec du KGB qui sort et qui dit « Wysocki est malade, il ne chantera pas ce soir. » Et hop. Mais vous imaginez ce que c'est pour un artiste? Et un poète, en plus. Vous imaginez ce poète qui n'a jamais vu une ligne de ses vers édités. Jamais. Вот в чем вопрос. Достойно терпеть безропотно позор судьбы. Или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно умереть? On m'a téléphoné à 4 heures du matin et quelqu'un a pris le téléphone, une voix d'homme qui m'a dit « Volodya umir ». Et c'est tout. Volodya est mort. Et ils ont raccroché. Plus d'1 million de personnes se massent dans les rues de Moscou. Jamais on n'a assisté à un rassemblement spontané de cette ampleur dans un pays communiste. Tous ces anonymes sont venus dire adieu à un rebelle et peut-être exprimer inconsciemment la part de rébellion qui était en eux. Imbu de ces victoires passées, le communisme ne voit pas les signes avant-coureurs du séisme qui se prépare. Но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик!
мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Dans un instant, deuxième partie, les années 1980 à 1984. Sous le projecteur, les événements qui ont provoqué la chute de l'Empire soviétique. L'Afghanistan, la Pologne, l'ère Brejnev. Tout le monde, il est prêt maintenant? On lève, on lève. Oui, c'est parti pour la Berlinale. Le prince charmant craquerait. On garde la tension, on garde la force, mais souple quand même. On ira. J'ai tout risqué, moi. C'est injuste. On est fiers. On a la dignité, on a les cœurs. Arte vous fait son festival de cinéma. Qu'est-ce que t'as fait? Où est la passion? Où est la revanche, les sangs qui bouillonnent? C'est sur Arte, avec une programmation spéciale et le palmarès en direct. En février, sur Arte. Quatre saisons. 22 régions. 1001 sensations. Raconté par Sophie Marceau, La France sauvage sera apprivoisée dimanche à 20h40 sur Arte. Et tout de suite, 3 mots-clés pour articuler l'histoire de la chute du communisme, Afghanistan, Pologne, Brejnev. ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым. Солидарность для наших письмен. Перестройка хозяйственного механизма, перестройки сознания. Je suis née à Berlin. Et toi, à Leningrad, en Union soviétique. Ta vie me passionne, bien sûr. Tu es mon père. Mais c'est aussi l'histoire de ce monde où tu as vécu qui me fascine. Ton monde est tellement différent du mien. Plein de choses incroyables. Tantôt drôles, souvent absurdes et parfois tragiques. À travers toi, je me sens directement connectée à la grande histoire. Mais ce n'est pas seulement ça. Je ne comprends toujours pas comment des dizaines de millions de personnes ont été séduites et trompées par de beaux discours qui parlaient de fraternité et de justice,
et qui masquait tant de choses épouvantables. Et tout ceci dans tellement de pays, ici même en Europe. Comment cela a-t-il été possible? Je veux comprendre. « 1979 avait plutôt été une bonne année. À Moscou, on attendait impatiemment l'ouverture des Jeux Olympiques. Moi, j'avais hâte de finir mon diplôme et d'entamer une carrière. J'étais resté en contact avec ta mère et j'espérais qu'elle pourrait me rejoindre dans le cadre des échanges universitaires. Tu te souviens de ce que tu as fait le 25 décembre 1979? Probablement pas, car Noël était un jour comme les autres en URSS. Mais ce jour-là, le régime soviétique a sans doute pris la décision la plus fatidique de son histoire. День 27 декабря 1979 года афганцы назвали началом спасения революции. Selon la Pravda, le président afghan Hafizullah Amin, jusque-là marxiste déclaré et notre allié, s'était révélé réactionnaire et bourreau de son peuple qu'il avait légitimement renversé. Патриотические силы свергли преступную клику Амина. En 1979, un an après la révolution marxiste, Hafizullah Amin devient président de la République démocratique d'Afghanistan. D'abord soutenu par les soviétiques, il finit par se fâcher avec eux au bout de quelques mois. On connaît désormais le scénario de son élimination. Le 27 décembre 1979, des agents du KGB empoisonnent son petit déjeuner. Le médecin soviétique du président, qui n'était pas au courant du plan du KGB, parvient à le sauver. Des commandos soviétiques finissent par investir le palais présidentiel pour le liquider. Руководство страной возглавил Бабрак Кармаль. Nous savions seulement que la révolution progressiste à Kaboul était menacée par les forces impérialistes et que les Afghans réclamaient notre aide. Je ne vais pas te reprocher de n'avoir rien su de cette opération, vu que des membres du Politburo l'ignoraient. Et c'est l'ancienne plume de Brejnev, Anatoly Tchernaïev, qui le dit. Toute l'opération a été préparée dans le plus grand secret. Tchernenko a rédigé une note manuscrite disant qu'il avait été proposé d'envoyer l'armée. Cette note a été signée par Andropov, Gromyko et Ustinov, les membres du Politburo, et Brejnev a donné son approbation. Shevardnadze et Gorbatchev, qui étaient candidats au Politburo, ne l'ont appris que plus tard, par la radio et par la presse. Tout le monde savait, en son fort intérieur, que c'était une sale histoire et qu'il fallait tout faire pour maquiller et déguiser cette intervention, cette agression. On a baratiné nos amis communistes, mais nos alliés d'Europe de l'Est ont refusé de soutenir ouvertement cette invasion. Mais pourquoi les dirigeants soviétiques ont-ils pris le risque de déclencher une guerre et de se mettre leurs alliés à dos? L'Afghanistan est devenu le symbole de l'offensive ou de la propagation du socialisme. Andrei Grachev, ancien membre du comité central du Parti communiste. Nos dirigeants étaient convaincus qu'idéologiquement, le socialisme était la fin de l'histoire. Or, le cours de l'histoire ne peut pas s'inverser. Une fois qu'il a franchi une étape, qu'il s'est installé dans un pays, le socialisme ne peut tout simplement pas faire marche arrière. Et par conséquent, il doit être soutenu à n'importe quel prix. И никому не дано погасить его.
C'est un Russe réfugié à l'Ouest, Vladimir Bukovski, qui le premier propose de boycotter les Jeux Olympiques de Moscou. L'idée sera reprise par le président américain Jimmy Carter. Безусловно, вторжение в Афганистан советских войск – еще один пример советской агрессии. Мы ведем кампанию за бойкот Олимпийских игр. И мы, конечно, можем быть только счастливы, что сейчас идея бойкота поддержана по крайней мере, двумя государствами в мире. Олимпийские игры сейчас используются именно для того, чтобы еще больше зажать внутри страны. Pour préparer les Jeux Olympiques, les autorités de Moscou essayèrent de se débarrasser des mendiants et des prostituées en les arrêtant et en les envoyant dans des contrées suffisamment reculées pour que les visiteurs étrangers découvrent une mégalopole socialiste parfaite. Finalement, 65 nations ont boycotté les Jeux Olympiques de Moscou. L'unique source dont nous disposions pour élucider le boycott de nos Jeux étaient les radios occidentales à destination de l'Est. Chaque athlète qui débarquait paraissait inestimable. Les événements d'Afghanistan, comme on disait, étaient tabous. En tant qu'étudiant, j'étais sursitaire, mais beaucoup de mes amis partaient au service militaire. Les appelés de la plus grande armée du monde pouvaient se retrouver n'importe où, entre Cuba et le Vietnam, et on en plaisantait. Mais on cessa vite d'évoquer les gars envoyés en Afghanistan. Ils s'étaient comme dissous dans le flou du devoir internationaliste, quitte pour certains à ne jamais en revenir. На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, C'est Andropov qui a été à l'origine de cette initiative destinée à régler le problème afghan. Alexei Kandaorov, officier du KGB de 1973 à 1991. Son chef, Yuri Andropov, a longtemps été à la tête du KGB avant de diriger le pays. Andropov avait deux phobies. D'après lui, deux grandes menaces pesaient sur le pays. Le fondamentalisme islamique, oui, déjà à l'époque, et le péril jaune. C'était à ses yeux les deux véritables dangers. Il estimait que le fondamentalisme islamique pouvait très rapidement déborder les frontières de l'islam et se propager jusqu'ici. Au début des années 80, le monde commence à changer autour de la toute-puissante Union soviétique. Il faut désormais compter avec l'islam qui modifie la donne de la guerre froide. Après la vague anti-américaine en Iran, l'islam militant devient plus que jamais problématique pour l'adversaire historique des États-Unis. À cela, il faut ajouter la montée d'un autre fondamentalisme religieux, chrétien cette fois, qui menace le communisme. Un ancien acteur hollywoodien soutenu par les évangélistes a décidé de se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Restoring the American dream requires a return to spiritual and moral values. Au même moment,
un citoyen polonais devient l'une des personnalités les plus influentes du monde. Tu Watykan. Plac Świętego Piotra przed Bazyliką Watykańską. En 1979, Karol Wojtyła a été élu pape et a pris le nom de Jean-Paul II. Ça a été un moment extrêmement important pour la Pologne. Bożena Rybicka, militante catholique et membre de Solidarnosc entre 1980 et 1984. Quelque part dans le vaste monde, l'un des nôtres, un homme qui est une autorité incontestée, allait parler, simplement, mais avec force, de la dignité humaine. Przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Je dois parler de la visite de Jean-Paul II en Pologne. Jerzy Borowczak, ouvrier des chantiers navals et ancien militant de Solidarnosc. En 1979, il s'est adressé à nous en invoquant le Saint-Esprit. Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój. Et renouvelle la face de la terre. I odnowi oblicze ziemi. Jusque-là, il parlait de la terre entière, et puis il a ajouté de cette terre. De cette terre. Amen. Je suis né à Białogard, près de Koszalin, où étaient basés 100-150 000 soldats. J'avais 7 ans environ, et je leur faisais signe de la main. « Coucou, donne-moi une petite étoile !» Ils nous offraient de la saccharine. Mais les gens âgés nous tapaient sur les mains. « Tu ne dois pas saluer les Russes, ce sont des occupants. » Quand on a 7 ans, c'est quoi un occupant? On nous disait « c'est comme les Allemands dans les années 40 ». J'ai été élevé dans cet esprit-là. Les soviétiques ne sont pas vraiment des amis, ce sont des occupants. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être militaire. Ildar Issangulov, ancien officier de l'armée soviétique. Après le lycée, je suis entré à l'académie militaire. Je me sentais à ma place, j'avais le sentiment d'appartenir à l'élite de la société soviétique. Même en permission, je portais l'uniforme. Mon père était très fier de moi. Chaque fois que je rentrais à la maison, le premier soir, il venait se promener avec moi pour que tout le monde voie que son fils était officier. Как летчики крылаты, хоть и не летаем в небеса, мы ракетчики, солдаты, мы стоим при небе на часах, держи шаг, слушай рад. Le QG se trouvait à Eberswald. L'unité à laquelle j'appartenais n'était pas basée en ville, mais un peu en dehors. Dès notre arrivée en RDA, on a été emmenés dans la salle des victoires militaires du QG. Et là, on nous a raconté tous les combats livrés par notre armée, de la formation des troupes jusqu'à leur arrivée à Berlin. On nous a dit que depuis 1945, on occupait toute l'Allemagne de l'Est, que ce territoire était en quelque sorte devenu le nôtre, et qu'on était là pour instaurer le système socialiste soviétique.
Et on était convaincus que c'était vrai. On était persuadés de servir une cause juste et de devoir protéger ce territoire contre l'agresseur. Car évidemment, les troupes de l'OTAN, basées à 100-200 km de là, allaient nous attaquer d'un instant à l'autre. On avait le sentiment d'accomplir une mission historique, apporter à l'Occident les idées progressistes du socialisme. Voilà le commandement militaire et le poste de contrôle. Les véhicules entraient par le portail. J'ai servi 5 ans ici et jamais personne ne m'a traité d'occupant. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec les Allemands. Qu'ils soient considérés ou non comme des forces d'occupation, les soldats placés par Moscou dans ces pays satellites étaient plus d'1 million, dont 600 000 rien qu'en Allemagne de l'Est. Avec mes amis, on traînait souvent par là et on entendait toujours dire que les Russes avaient récupéré une cabane dans la forêt pour y installer un service d'écoute. Uwe Wirdwein a grandi à Berungen, un village est-allemand à la frontière avec l'Allemagne de l'Ouest. On devait avoir 12 ou 14 ans. On a été dans la forêt et on a vu la cabane au loin. Pendant un moment, on s'est demandé ce qu'on devait faire. Puis on a fini par s'approcher. Dedans, c'était rempli d'appareils. Mais bizarrement, il n'y avait personne. On était morts de trouille, on avait l'impression d'être en Russie. Personne n'en a jamais parlé, mais il y avait des gens qui travaillaient là. Quand on y retournait en cachette, c'était angoissant. On voyait des gens dans la forêt en train d'écouter des transmissions radio ou je ne sais quoi. Il y avait une énorme présence militaire de l'Union soviétique, avec des bases gigantesques, mais personne n'en savait rien. Elles étaient complètement isolées, c'était comme des boîtes noires. On n'y voyait jamais personne, sauf parfois une voiture. Pourtant, des milliers de personnes travaillaient là. Mon unité était basée ici, près d'Eberswald. Et juste à côté, il y avait des Polonais qui construisaient une usine. On venait très souvent dans ce restaurant. Un soir, qu'on était assis à côté d'une table de Polonais, on leur a proposé de porter un toast à la santé des Slaves. Allez, buvons à notre fraternité. Et un Polonais s'est levé. Il devait avoir une 50aine d'années. Il a dit « Je ne boirai pas ». Pourquoi, je lui ai demandé. Je ne vous crois pas, vous n'êtes ni nos amis, ni nos alliés. Comment ça, pas vos alliés? Et le pacte de Varsovie? Et là, il a répondu « On ne vous pardonnera jamais Katyn, ni Brest en 1939, pas plus que Varsovie ». Au début, je n'ai pas compris. Comment ça, Katyn? C'était la première fois que j'entendais parler de Katyn. Et Brest? Brest est une ville soviétique. Et il m'a dit, non, Brest était polonaise. En 1939, on l'a défendue contre vous. Tout comme vous l'avez ensuite défendue contre les Allemands. Et Katyn? C'est quoi cette histoire de Katyn? C'est là que vous avez fusillé nos officiers. Je me suis alors souvenu de la série 4 tankistes et un chien, où on nous voit combattre côte à côte contre les Allemands. Mais nous avons fait la guerre du même côté. Non, vous avez fusillé 30 000 de nos officiers, il a dit. C'était une révélation pour moi. Mais je ne l'ai pas cru. Ah, смело, это гвардейское вино. Товарищ сержант, за здоровье союзника. Cette fameuse série télé sur la fraternité d'armes entre soviétiques et polonais disait moins qu'une demi-vérité, comme on le sait aujourd'hui. Pour m'intéresser à l'histoire, je n'ignorais pas le massacre en 1940 de milliers d'officiers polonais dans le village de Katyn, à l'ouest de la Russie. Шоссе Смоленск-Витебск. Осенью 1941 года. Conformément aux mensonges soviétiques,
Je croyais qu'ils avaient été assassinés par l'envahisseur nazi. Wiesen und Wälder scheinen wohl wieder im Frieden zu dämmern. Aber grauenvoll ist, was diese Erde verbirgt. Hier hauchten über 12.000 polnische Offiziere ihr Leben aus, die sich 1939 aus freien Stücken in die Hand der bolschewistischen Machthaber gaben, danach von Stalins Henkern liquidiert worden sind. Staline et Hitler se sont tous les deux servis de ce massacre comme arme de propagande. Mais pour une fois, ce sont les nazis qui disent la vérité. C'est bien Staline, le bourreau de Katyn. Les Allemands ayant perdu la guerre, c'est la version soviétique qui prévaudra pendant de nombreuses années. La Pologne a vécu 160 ans sous domination étrangère. Donc, dès que l'occasion s'est présentée, on a déclenché une grève. C'était le 14 août 1980. Je ne dis pas qu'on était convaincus que ça allait marcher, mais on se disait, c'est du 50-50. Ce portail était en fait le centre névralgique de la grève. Il était fermé parce que c'était le règlement des chantiers navals et que tout le long de la grève, on a continué à l'appliquer. Pour des raisons de sécurité, mais aussi pour empêcher les provocateurs d'entrer. Paradoxalement, comme d'un côté il y avait les ouvriers des chantiers navals et de l'autre les habitants de Gdansk et les familles des ouvriers, ce portail qui était censé séparer les gens les a unis. On ne s'attendait pas à ce que dès le lendemain, les chantiers navals de Gdynia, le chantier des réparations et le chantier Nord cessent toute activité et que le vendredi en fin de journée, tout s'arrête. Pendant la grève, rien ne filtrait sur ce qui se passait dans les chantiers navals, sur les revendications des grévistes. Ils avaient affiché leurs exigences là, sur ce mur, sur un grand panneau en contreplaqué. Que réclament-ils? La justice, la fraternité, la démocratie. Le prolétariat a retourné les idéaux communistes contre l'État communiste. Mais l'idéologie s'efface peu à peu, à mesure que les intellectuels, les paysans, les conservateurs nationalistes rejoignent les ouvriers en grève. Tous les jours, à 16h, dans les chantiers navals, je conduisais la prière avec Lech Walesa. On priait pour les grévistes, pour leurs familles restées à la maison et pour que les autorités reviennent à la raison. Ces 5-6 000 personnes vivaient une communion spirituelle, mais physiquement aussi, elles étaient unies. Dès le départ, on s'est dit que si on déclenchait une grève, Lech Walesa serait la seule personne à Gdansk à pouvoir la diriger. Il savait parler aux foules. Et en plus, c'était un ouvrier. Pour mener les ouvriers, il fallait un ouvrier. Bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność, nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. Wpisali to, co chcemy. L'Union soviétique de Léonid Brejnev
Jerzy Urban, porte-parole du gouvernement polonais entre 1981 et 1985, sous la présidence du général Jaruzelski. A refusé de céder la moindre parcelle de pouvoir à Solidarnosc. L'Union soviétique avait des troupes sur place en Pologne. Et elle a bloqué les frontières du pays, surtout à l'est, mais aussi au sud et à l'ouest. C'était la fin de l'automne. L'alerte a été donnée et on s'est mis en route direction la Pologne. On est resté 2 semaines stationnés à la frontière germano-polonaise. Une partie des troupes est même entrée en territoire polonais. On était prêts à intervenir. Quelque chose se passait, une révolution, un soulèvement ou je ne sais quoi, et on allait devoir les aider. Qui? On ne savait pas. Mais notre soutien allait leur être nécessaire. Je suis arrivé en Pologne en août 1980. Alexander Tsipko, chargé de mission soviétique en Pologne. En tant que citoyen soviétique, je devais me rendre à l'ambassade une fois par mois. J'ai rencontré le représentant du KGB qui m'interrogeait sur la situation locale et je lui ai donné mon avis. Vous n'y arriverez pas, n'intervenez pas. Les Polonais, ce ne sont pas les Tchèques. Pour pouvoir contrôler la Pologne, vous allez devoir placer un régiment dans chaque bourgade. Ce qui signifie qu'il faudra envoyer au moins 20 divisions. En 1981, Jaruzelski a été appelé à diriger le gouvernement parce qu'il portait l'uniforme. Un général, ça inspirait confiance. La petite noblesse dont il était issu, comme beaucoup de militaires, était d'un patriotisme obsessionnel, très 19e siècle. Jaruzelski a toujours essayé d'adapter ses idées pro-communistes à son amour de la patrie. La pression économique, politique et militaire sur la Pologne était tellement forte que ses dirigeants ont été obligés de trouver une solution à la crise. Un de nos collègues, qui voulait pendre les communistes, disait aux ouvriers: on va aller chez les Russes qui habitent ici, on va les priver d'électricité et de nourriture. Comme ça, ils seront bien obligés d'intervenir. Pas vrai? Une certaine fraction de Solidarnosc voulait à tout prix envenimer les relations avec l'URSS. Elle cherchait clairement la provocation. Ces gens me disaient: Sacha, on va créer une situation telle que l'URSS sera bien obligée d'intervenir. On va provoquer l'entrée des troupes. Le sang va couler. La conscience nationaliste polonaise va se réveiller et on sera enfin libéré de vous. Jaruzelski était certainement au courant de ce qui se tramait et il a tout fait pour éviter que le sang polonais ne lave les peurs polonaises. Jaruzelski ne pouvait pas gouverner sans Moscou. Il y allait souvent. Il connaissait la doctrine de Brejnev. Socjalistycznej, bratniej Polski w biedzie nie zostawimy i obrażać nie pozwolimy. Il savait ce que les Russes avaient fait à Berlin en 1953.
Il a vu ce qu'ils avaient fait en Hongrie, en Tchécoslovaquie, avec notre aide d'ailleurs. On n'était pas des saints non plus. Avec le recul, on peut dire qu'il a choisi le moindre mal. À Gdańsk, un agent des services spéciaux avait infiltré l'opposition. Le 12 décembre, on a été informé que quelque chose de très grave était en train de se passer. Je suis allée au chantier naval, où se tenait une réunion de la Commission nationale, et j'ai parlé avec Wałęsa et d'autres personnes. On s'est dit que quelque chose de très grave se préparait, et qu'il fallait lever la séance. Je suis ensuite allée chez ma sœur. Et en effet, vers 6 heures du matin, une sorte de grondement nous a réveillés. On avait l'impression que tout l'immeuble vibrait. C'était tellement irréel qu'on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Ou plutôt si, on comprenait. Mais on voulait croire que les chars partaient tout simplement à la guerre. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. On était cantonné à la frontière quand j'ai entendu le discours de Jaruzelski à la radio. Il a déclaré que tout allait bien, qu'il maîtrisait la situation et qu'il n'avait besoin de rien. Dès le lendemain, on a plié bagages et on est retourné dans nos casernes. Solidarnosc restait sans effet visible sur la société soviétique. L'agitation d'un pays frère ne pouvait guère déranger l'immobilité envoûtante de nos vies. Au point que personne n'anticipa, lors de l'anniversaire de la Révolution en novembre 1982, que la dite immobilité n'avait plus que 3 jours à vivre. Brejnev n'avait déjà plus toute sa tête. Il y a eu des incidents loufoques. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Un jour, il a commencé à lire à la tribune un texte confidentiel préparé à l'intention du cercle le plus étroit des dirigeants du parti. Alexandrov a tenté de lui arracher le texte des mains et Brejnev a déclaré « Ce n'est pas de ma faute, je vais devoir le relire ». Что 10 ноября 1982 года скоропостижно скончался Леонид Ильич Брежнев. Malgré ses apparitions de plus en plus pathétiques en public, Brejnev était supposé défier les lois de la nature et vivre éternellement. Il symbolisait la pérennité du régime. Sa mort ébranla le dogme.
Le système sut répondre aux troubles potentiels en sacrant immédiatement Yuri Andropov, nouvel empereur. 10 ou 20 ans plus tôt, les mystères qui entouraient cet homme, ses origines juives, sa longue direction du KGB, son extrême intelligence, l'auraient marginalisé au sein du parti. Paradoxalement, ils renforcèrent la part d'ombre dans son exercice du pouvoir à la tête de l'URSS post-brejnevienne. Когда силы империализма пытаются толкнуть народы на путь вражды и военной конфронтации, партии и государства будут непоколебимо отстаивать жизненные интересы нашей Родины, поддерживать высокую бдительность, готовность дать сокрушительный отпор любой попытке агрессии. Andropov va durcir la position de l'URSS dans le bras de fer qui l'oppose aux pays européens. En 1983, en pleine crise des euromissiles, il abandonne les pourparlers sur le désarmement avec les États-Unis. La génération Brejnev a grandi dans la peur panique de la menace occidentale. Et cette paranoïa n'épargnait pas certains représentants de la génération précédente, comme Andropov. La preuve en est qu'à l'époque de Reagan, ce dernier déclarait sérieusement à son entourage « En Amérique, les néofascistes sont arrivés au pouvoir avec Reagan. Nous devons nous attendre à une attaque préventive de leur part et nous tenir prêts à riposter. » Je ne sais pas si fasciste est le bon mot, mais comment ne pas nous sentir agressés alors que Reagan cherchait à dresser la planète contre nous? To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. Un empire du mal. Ce que tu considérais comme une insulte, sonnait pour d'autres comme une prophétie. Le 1er septembre 1983, un chasseur soviétique abat un avion de ligne parti de New York, tuant ses 269 passagers, dont 70 ressortissants d'Amérique du Nord. Évidemment, c'était terrible. Mais les Américains ne cessaient de nous provoquer. Leurs chasseurs avaient survolé nos bases des îles Kouril. Juste avant le malheureux Boeing coréen, un avion de reconnaissance de l'US Air Force, taillé comme un 747, avait violé notre espace aérien. Essaie de comprendre ce que nous ressentions face à l'Amérique et à ses alliés, face à Reagan qui nous narguait avec sa guerre des étoiles et nous menaçait d'un bombardement imminent. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. La phrase de Reagan, « Le bombardement commence dans 5 minutes », était évidemment une plaisanterie de mauvais goût. Quant à cette explosion nucléaire, c'était un essai soviétique. Ronald Reagan était loin de faire l'unanimité, même à l'Ouest. Mais ce qui est clair, c'est que ce sont les Soviétiques qui ont installé en premier des missiles de moyenne portée en Europe. Et c'est l'Allemagne, ou plutôt les deux Allemagnes, qui ont abrité la plus forte concentration de têtes nucléaires au monde. Quand l'Union soviétique a commencé à s'installer ici avec des missiles qui pouvaient être envoyés sans sommation... Friedrich Schorlemmer, pasteur qui a soutenu le mouvement pacifiste en RDA. Les Américains ont aussitôt répliqué avec leur Pershing 2. Chacun avait de quoi détruire l'autre 50 fois. Une force d'anéantissement multipliée par 50. En Europe, on vivait dans cette menace de mort constante. Et en RDA, on a vu se développer une militarisation très stricte, mais aussi une véritable hystérie guerrière. Je me souviens qu'à l'école, on avait des cours de sciences militaires et que les ados de 15 ans, ou même les enfants en maternelle, devaient s'entraîner à la guerre nucléaire.
Cet équilibre étrange qui reposait sur la peur a peut-être permis de maintenir la paix, mais c'était très fragile. Ça aurait pu basculer à tout instant dans une grande guerre nucléaire, biologique ou chimique. Et donc, au début des années 80, ce danger permanent a donné naissance à un mouvement pacifiste en Allemagne de l'Est. Depuis 1981, les pacifistes utilisaient le symbole des épées transformées en socs de charrue. On l'imprimait sur des pièces d'étoffe que les jeunes se cousaient ici, sur la manche. Les réactions de la police, de la Stasi et des proviseurs étaient très agressives. Certains élèves se faisaient exclure du lycée. On découpait leurs vestes s'ils refusaient d'enlever l'écusson eux-mêmes. Bref, il y avait un conflit entre le gouvernement et les jeunes. Et l'Église servait de médiateur puisque c'est elle qui, au départ, avait créé ce symbole. En 1983, à Wittenberg, j'ai installé une enclume sur la place de l'église. Il devait bien y avoir 2000 personnes ce soir-là, mais personne n'était au courant, ni les gens, ni la Stasi. Et là, un forgeron a apporté l'épée qu'on avait préparée, et sous les applaudissements de la foule, il l'a transformée en soc de charrue. Wenn wir umsetzen die Worte in Taten, die Träume in Wirklichkeit, dann können wir auch verzichten auf das geschundene Wort Frieden. Je n'oublierai jamais ça. Le son du marteau dans la nuit à côté du feu et la chanson que tout le monde reprenait en chœur. On a tous besoin de pain et de vin, de vivre en paix sans avoir peur. Fusils et canons se transforment en charrues pour que tous ensemble, nous vivions en paix. Jeder braucht sein Brot, sein Wein, und Friede ohne Furcht soll sein. Les pacifistes de RDA, apparemment bien inoffensifs, jetteront néanmoins les bases d'un mouvement beaucoup plus dangereux pour le régime. Que ce soit grâce à eux ou à la dissuasion nucléaire, l'Europe a évité un nouveau conflit. Mais certains n'ont pas eu la chance d'échapper à la guerre, comme Sergueï Nikitkov et Alexei Miroulyubov, deux vétérans d'Afghanistan. Ils m'ont donné un fusil et je leur ai dit « Montrez-moi au moins comment m'en servir. Où je dois regarder, comment je tire, comment je le démonte. » Je ne savais absolument rien. Comment expliquez-vous qu'à 18 ans, on puisse se voir confier une arme, un missile, un poste de tir, mais qu'il faille attendre d'avoir 20 ans pour obtenir un permis de chasse? C'est paradoxal, non? On a donc le droit de mourir à 18 ans.
On nous a envoyés en mission et j'ai sauté sur une mine dans la montagne. C'est arrivé à 5 heures du soir, ils m'ont récupéré à 5 heures du matin. L'hélicoptère tournait dans le ciel sans oser se poser. Il est reparti, puis il est revenu le lendemain. Le soldat obéit. Le règlement dit on exécute les ordres, après on discute. On avait atteint notre objectif. On était arrivé dans les montagnes. Puis à un moment, le pont mobile qui permettait aux chars de passer est tombé dans le précipice. On a été séparés du gros de l'unité de débarquement qui a poursuivi sa route. Et à 8 heures du matin, on s'est retrouvés sous les tirs croisés de 2 villages. Ils nous ont bien pilonnés. Il y a eu une explosion. Je n'avais pas mal, j'avais les jambes chaudes. Quand je me suis touché les genoux, il ne restait plus que 5 cm d'os. Il n'y avait plus de chair. J'ai serré, et là j'ai eu mal. Je n'ai plus revu mes jambes. Vous savez, les gars, je ne peux plus voir les lames de rasoir Neva. C'est avec ça qu'ils m'ont coupé les jambes. Dans les montagnes. Nos guerres socialistes étaient censées être justes, généreuses, libératrices. Cette guerre-là était tout le contraire. La fin de mes études mit un terme à mon sursis, et j'étais obligé d'accomplir à mon tour le devoir internationaliste sous lequel le régime déguisait ses ambitions impériales. Refuser de mourir pour ce mensonge fut mon seul acte de révolte, qui, bien que silencieuse, n'en fut pas moins une révolte. D'un coup, sous mes pieds, mon avenir se dérobait. La semaine prochaine, le 3e volet de notre série sur l'histoire du communisme reviendra sur la période 1985 à 1987, les années de l'espoir.